Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Généralement, donc l'intervention de 14 heures, elle est un peu délicate parce qu'on est en train de digérer et qu'on est un peu fatigué. Donc je vais essayer de vous garder éveillé pour les 30 prochaines minutes. Je vais essayer d'être assez dynamique parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, à la fois sur les constats en termes de démographie médicale, mais aussi sur les solutions qu'on peut envisager ensemble à très court terme et puis à plus moyen et long terme. Alors j'ai décidé dans le cadre de cette présentation de reproblématiser un peu le sujet, me mettre dans la peau à nouveau d'un étudiant qui passe un concours administratif et qui doit reproblématiser un peu les questions. Ce sera assez rapide et bref, mais ça me paraît essentiel quand même de recadrer les termes du débat avant de rentrer dans le cœur du sujet. Désert médical, finalement, c'est une définition qui n'est pas si facile que ça à établir. Pour les déserts, on peut se demander d'abord si on parle d'une absence totale de médecins sur le territoire, et si oui, desquels. Est-ce qu'on parle des médecins généralistes? Est-ce qu'on parle de spécialistes? Est-ce qu'on parle également des chirurgiens dentistes? Quand on parle d'insuffisance de médecins, à quelle échelle est-on? Est-ce qu'on est à une échelle régionale, à une échelle départementale, à une échelle de la ville, du quartier? Et puis, a priori, quand on parle de désert médical, on ne parle pas que de la médecine de ville. On ne parle pas que du cabinet du médecin généraliste que l'on connaît, mais on parle également de la présence ou pas d'hôpitaux, de la présence ou pas de services d'urgence, de la présence ou pas de maternité, de la présence ou pas de spécialistes, cancérologues, cardiologues. Quelle densité est considérée comme étant acceptable et quelle densité de médecins est considérée comme étant non acceptable pour avoir accès aux soins? Quel délai d'attente est aussi considéré comme acceptable? Un jour, une semaine, un mois? C'est des questions sociétales que l'on peut se poser. Généralement, communément, la porte d'entrée pour définir finalement ce qu'est un désert médical, c'est le médecin traitant, et donc dans 95% des cas, le médecin généraliste, qui est la porte d'entrée du système de santé dans son ensemble. Puisqu'il assure un premier niveau de recours aux soins et coordonne le suivi médical, puisqu'il oriente les patients dans un parcours de soins coordonné, puisqu'il s'occupe également d'établir des protocoles de soins pour les affections longue durée, puisque finalement, il participe aussi à la prévention. Aujourd'hui, le médecin traitant, c'est la plaque, le médecin généraliste et le médecin traitant, est la plaque tournante du système de santé, la porte d'entrée essentielle, comme vous l'avez bien indiqué dans le Code de la sécurité sociale. Et donc, pour se baser sur la définition de désert médical, on va d'abord se baser sur la répartition des médecins généralistes. L'absence de services d'urgence est, elle, considérée comme étant une circonstance aggravante, et on le verra, elle concerne un peu moins d'1% de la population en France, d'avoir ni accès à des généralistes, ni accès à des pharmacies, ni accès à des urgences. Donc un outil a été mis en place, un outil qui a été mis en place au niveau national par l'adresse, que un certain nombre d'entre vous normalement doivent connaître, qui est l'APL, l'accessibilité potentielle localisée, qui est calculée en nombre de consultations par visite, enfin nombre de consultations en visite accessibles par habitant et par an. Et communément, on considère que lorsque sur un territoire de vie santé, donc c'est finalement l'échelle qui a été retenue, c'est le territoire de vie santé, qui ne correspond ni à la ville ni au quartier, mais qui correspond à des flux de consommation de soins qui ont été identifiés par l'assurance maladie au niveau national. Donc ces territoires de vie santé, lorsqu'on considère qu'on a accès à moins de 2,5 consultations par an, on considère qu'on est dans une zone sous-dense, ou en tout cas dans un territoire de vie santé sous-dense. Et c'est la multiplication de ces zones sous-denses, de ces territoires de vie santé sous-dense, qui donne finalement la présence potentielle de déserts médicaux. Donc l'APL prend en compte l'activité en consultation des médecins qui sont présents sur le territoire. On sait qu'il y a des activités différentes en fonction de l'âge, de l'expérience des médecins et des années. Il prend en compte aussi le temps de trajet moyen que peut avoir le citoyen lambda pour avoir accès aux soins, jusqu'à 20 minutes en voiture. Au-delà, on estime qu'effectivement c'est un facteur qui peut entraver l'accès aux soins. Et puis, il prend en compte aussi la répartition par âge de la population. On le verra plus tard,
une population plus âgée, c'est une population qui a plus de pathologies, qui est aussi plus demandeur en termes de soins. Et donc les enjeux que soulève la question de la présence ou pas de médecins généralistes dans les territoires, ils sont à la fois théoriques, pratiques, mais aussi structurels. D'un point de vue théorique, on a quand même des enjeux, un fort enjeu institutionnel qui relève à la fois de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, sur l'égalité entre citoyens, sur une république indivisible, et sur cet alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que la nation, qui est imbriquée dans la Constitution de 1958, qui prévoit que la nation garantit à tous la protection à la santé. Donc, de ne pas avoir accès à la santé, c'est en quelque sorte se voir dénier ce droit à la protection de la santé. Elle interroge aussi de façon pratique la notion de progrès. Là, vous le voyez sur la petite frise là, que vous voyez ici, le petit diagramme, une évolution des courbes finalement en termes d'espérance de vie. En haut, vous avez les femmes, en bas les hommes, plus de 85 ans pour les femmes, près de 80 ans pour les hommes. Vous avez, ça c'est pour la curiosité collective, vous voyez une petite baisse ici en 2020 liée au Covid. Bon, on espère que cela continuera à progresser. Mais la notion de progrès est bien entendu questionnée, puisque finalement, l'espérance de vie, c'est quoi? C'est à la fois une amélioration de l'accès à ce qu'on va appeler le soin aigu, une prise en charge aiguë, et notamment aux urgences, dans la médecine hospitalière, dans le traitement des AVC, mais c'est aussi une prise en charge optimale en matière de prévention. Et donc on revient encore au cœur du sujet, qui est l'accès. Pour pouvoir avoir droit à la prévention, il faut pouvoir être dépisté, il faut pouvoir avoir accès aux soins et donc pouvoir avoir accès à son médecin généraliste, à son médecin traitant. Et donc, problèmes structuraux, puisque finalement, le système de santé, c'est un système qui doit être vu dans son ensemble. Vous avez des orientations nationales qui sont données effectivement par le ministère. Vous avez des déclinaisons régionales que vous avez dans les plans régionaux de santé. Et donc, ce sur quoi on travaille, notamment au niveau des agences régionales de santé, c'est de faire en sorte que l'ensemble du système, qui comprend à la fois la prévention, à la fois le médico-social, le sanitaire, à l'hôpital et en ville, et le social, que sur un parcours de vie, finalement, le patient ait accès aux soins. Et pour ça, on doit avoir une coordination extrêmement forte entre les différents acteurs. Donc je vous propose une problématisation à nouveau un peu singulière, qui a le mérite d'être, on va dire, un peu punchy, qui est celle-ci. La quasi-absence de médecins généralistes dans certains territoires est-elle le symptôme d'une mauvaise organisation de notre système de santé, ou est-elle au contraire la cause principale des difficultés que notre système de santé rencontre? Bon, en trois parties, on va passer assez rapidement mais on va quand même le faire sur ce que sont, de façon factuelle, les déserts médicaux aujourd'hui en France. Et puis on évoquera un peu les causes et les conséquences, et on essaiera de s'attarder un peu plus longtemps, et laisser place aux échanges, sur la partie solutions, puisque des solutions, il y en a, à court terme et à moyen terme. Sur les déserts médicaux, on a une étude de l'adresse qui date de 2017, qui mentionne que 8% de la population, soit près de 5 millions d'habitants, résident dans une commune sous-dense en médecine générale. Donc avec un APL inférieur à 2,5. 8%. On estime aujourd'hui que c'est un peu plus élevé et qu'on est passé de 5 millions de personnes en 2021, 2022, de 5 millions de personnes à 8 millions de personnes. Donc en plus, on a une tendance à l'aggravation en termes de zones sous-denses. Les difficultés d'accès aux urgences, c'est 6% de la population, et donc la combinaison des trois, enfin urgences, généralistes et pharmaciens, un troisième facteur, c'est 0,5% de la population, soit 300 000 personnes. C'est toujours trop, mais ça permet quand même de remettre un peu en contexte cette question des déserts médicaux. Non, la France n'est pas composée que de déserts médicaux, cependant il y en a, et en région Centre-Val de Loire, on est quand même bien placé pour le savoir. La quasi-totalité des régions sont concernées par des déserts médicaux sur leur territoire. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez une cartographie du zonage qui définit, là, en bleu foncé, les zones sous-denses, en bleu clair, les zones intermédiaires, et puis en blanc, les zones qui ne sont pas sous-denses.
de la région PACA. Donc vous voyez que globalement, tout ce qui concerne les côtes est assez bien loti. Et puis les territoires beaucoup plus ruraux à l'intérieur des terres, eux, connaissent des difficultés d'accès aux soins. Certaines régions sont plus touchées que d'autres. Et ici, en région Centre-Val de Loire, on est particulièrement touché. Vous voyez en rouge, c'est toutes les régions sous-denses. Donc c'est la quasi-totalité du territoire, à l'exception de Tours et de sa proximité plus ou moins proche, du fait notamment de la présence de la faculté de médecine de Tours. Mais cela pose clairement des questions essentielles sur les actions prioritaires que l'on peut mener sur une région comme celle de la région Centre-Val de Loire, particulièrement impactée par la désertification médicale. Enfin, certains types de territoires reviennent, et c'est vrai que ces territoires, on les retrouve encore plus souvent en région centre. Là, vous avez un zonage de l'ARS Île-de-France. On voit très clairement que ce sont les régions très rurales qui sont d'abord touchées. En région Île-de-France, ça va être la Grande Couronne, qui est extrêmement rurale et agricole, ce qu'on connaît beaucoup en région Centre-Val de Loire, et puis la périurbanité socialement défavorisée. Alors les causes. Il y a les causes dont on nous parle beaucoup, qui sont notamment liées au numerus clausus, qui sont des causes historiques. Dans les années 70, il était considéré qu'il y avait trop de médecins, et donc on a diminué par plus de 2 le nombre de médecins formés en France. Donc là, vous avez la courbe que tout le monde connaît, qui est finalement une diminution très forte du nombre de médecins, donc je disais diminué de plus de 2, une augmentation qui a été réamorcée au début des années 2000. Aujourd'hui, ça on en parlera après, avec la fin du numerus clausus, on a même déplacé les 10 000 étudiants formés. Là, on est à un peu moins de 9 000, on était encore à un peu moins de 9 000 en 2018. Donc la baisse du numerus clausus a entraîné une raréfaction de l'offre de soins. En parallèle, vous avez un vieillissement, enfin une augmentation de la population et un vieillissement de la population, ce qui entraîne une augmentation de la demande de soins. Donc forcément des tensions en termes de création de pénuries. Ce que vous voyez par exemple ici, c'est que plus on est âgé, plus on consomme de soins faits par des médecins spécialistes, des médecins généralistes notamment. Là, le pic que vous avez, c'est sur la gynécologie obstétrique, qui est plutôt lié à l'activité obstétrique. Mais globalement, vous avez une augmentation de la demande de soins avec l'âge. Ici, sur ces différentes courbes, donc vous avez la consommation de soins des différentes tranches d'âge, et on peut voir très clairement sur l'INSEE que les 80 ans et plus et 85 ans et plus, qui ont une part qui est amenée à augmenter dans les années à venir, consomment énormément plus de soins que les autres. Et donc se posera quand même la question de leur accès à ces soins. On entend aussi dire souvent, donc c'est pour ça que je souhaitais quand même faire une petite diapo sur le sujet, il y a une féminisation importante de la fonction, du métier de médecin, et il y aurait des pratiques des jeunes générations qui seraient moins productives, avec des files actives moins importantes. Là, la CNAM et l'adresse ont mené une étude sur le sujet qui a été évoquée lors de la conférence nationale en 2021. Et très clairement, on n'observe pas, finalement, à ce stade en tout cas, des pratiques différentes en fonction des générations. Ce qu'on observe, c'est des pratiques différentes en fonction de l'âge. Effectivement, un médecin de moins de 40 ans, donc plutôt jeune, puisqu'on commence généralement à exercer à la trentaine, plutôt jeune, oui, a une activité moindre, mais elle était la même que celle qu'avaient les générations précédentes. En revanche, un médecin de plus de 40 ans, il a des files actives et un nombre de patients qu'il voit qui sont plus importants. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que comme vous avez à ce stade beaucoup plus de médecins âgés proches de la retraite, ils ont forcément une activité beaucoup plus élevée que leurs jeunes confrères. Et puis la liberté d'installation, je crois que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Simplement pour indiquer, et encore remettre les choses dans leur contexte, que la France est, là je vous ai fait une expression, une copie d'écran très simple, est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Certains pays ont plus de médecins pour 1000 habitants, c'est le cas de l'Italie, de l'Allemagne, de la Norvège, et puis d'autres pays comme le Royaume-Uni qui n'ont pas de problématique de déserts médicaux, mais qui ont fait d'autres choix de salariat, notamment de la médecine de ville, ont eux un nombre de médecins pour 1000 habitants inférieur à la France. Mais donc on voit ici la France c'est vraiment dans la moyenne.
Alors les conséquences, forcément, avec le numerus clausus, ben, on le retrouve, hein, on le retrouve aujourd'hui dans qui sont les médecins qui exercent. Et donc vous voyez très clairement que, allez, les plus de 58, 60 ans sont quand même extrêmement majoritaires aujourd'hui, donc partiront à la retraite dans les prochaines années, alors que les jeunes générations qui arrivent, hein, à ce stade, vous voyez, sont beaucoup moins nombreux, hein, que ceux qui partent à la retraite. Donc forcément, on a une tension extrêmement forte qui est due à des choix antérieurs concernant le numerus clausus. Et donc, qu'on se dise, hein, les choses, hein, c'est important qu'on se le dise. Toutes les données montrent qu'on n'aura pas une densité médicale qui s'améliorera avant 10 ans. Voilà, qu'on se dise. La densité des médecins poursuit sa baisse jusqu'en 2024. Encore une fois, c'est juste une conséquence du numerus clausus. Les médecins, il faut 10 ans à 12 ans pour les former. Donc la densité médicale continue à baisser jusqu'en 2024. Pour les médecins généralistes, il y aura un pic, enfin un bas en 2026. C'est à partir de 2031, pas avant, qu'on aura la même densité de médecins qu'on a aujourd'hui en 2021. Donc dans 10 ans, on aura la même densité. Et entre aujourd'hui et dans 10 ans, on aura moins de médecins pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est un point important. Et c'est un point qui intègre également, qu'on se le dise, l'ensemble des médecins à diplôme hors Union européenne qui exercent en France, hein, et qui font aussi partie des flux positifs pour augmenter l'offre de soins aujourd'hui en France. Donc, au niveau national, le recul des effectifs de médecine en activité, hein, concerne surtout les médecins généralistes, pas les spécialistes. Surtout les médecins généralistes. Il y en a des grandes disparités dans les médecins à diplôme hors Union européenne, ne serait-ce qu'y compris en région Centre-Val de Loire, où vous avez en Indre-et-Loire 1% des médecins qui sont diplômés hors UE, quand dans l'Indre, c'est à 1h30, 2 heures, vous avez 62% des médecins qui sont à diplôme hors Union européenne. Les deux. Là, c'est indépendamment du mode d'exercice. Et donc, voici la courbe que vous voyez, hein, de la densité de médecins généralistes pour les 10 années à venir. Voilà. Les conséquences, et puis on passera ensuite aux propositions de solutions, mais l'une des conséquences, c'est une forte tension, notamment sur les services des urgences des hôpitaux. C'est important qu'on ait cet aspect-là en perspective, parce que finalement, il n'y a pas d'opposition entre la ville et l'hôpital, il n'y a pas d'opposition entre l'exercice libéral et l'exercice salarié. Les uns et les autres sont forcément impactés, ils font partie d'un écosystème, du système de santé. Et donc, le manque de coordination, la défaillance de l'un, a forcément un impact sur l'autre. Là, précisément, sur les urgences, on est passé en 90 de 7 millions de passages à plus de 22 millions, donc multiplié par 3 en 30 ans. On a parfois des problèmes de pertinence, de prise en charge, puisque vous avez des médecins urgentistes qui sont formés à la prise en charge d'urgence vitale, pas forcément à la prise en charge de patients chroniques, polypathologiques, ou qui relèvent de spécialités bien précises, comme la cardiologie, la neurologie, etc. Et vous avez aussi un coût global pour la société, estimé il y a quelques années par la Cour des comptes à 50 millions d'euros par an, qui est que finalement, pour un même acte de médecine générale, qu'il soit fait aux urgences ou qu'il soit fait en ville, le coût n'est pas le même. Puisqu'aux urgences, vous avez le coût des infirmiers, le coût des examens complémentaires qui sont faits, laboratoire, radiologie, pas toujours pertinent. Vous avez les coûts de la structure, tout simplement. Donc un passage en ville, aujourd'hui, facturé 25 €, hein, ça pourrait être plus, hein, mais aux urgences, c'est 115 € et ça pourrait pas être moins. Donc c'est aussi un élément voilà, important à prendre en considération, c'est que finalement, il y a des effets, hein, de vases communicants et d'insatisfaction finalement globale de patients qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant, qui vont aux urgences, mais aux urgences, ils ont certes accès à des soins, mais qui ne sont pas toujours les plus appropriés pour leur demande. Alors, des solutions. La formation.
il faut en parler, puisque la fin du numerus clausus est une étape importante. C'est un élément de l'équation, vous verrez pourquoi je mentionne un élément, puisqu'effectivement, ce n'est pas non plus la panacée. Donc, vous l'aviez vu hein, dans les moyennes hautes des diapositives précédentes, on était à un peu moins de 9000 étudiants formés en deuxième année de médecine. En 2021, on était à 9300. En 2020, pardon, et en 2021, à plus de 10 000. Donc on a quand même une augmentation très forte et des signes très forts sont apportés au niveau national sur le nombre de médecins formés pour justement pallier les difficultés qu'on a pu rencontrer ces 30 dernières années. Mais il faut, qu'on se le redise quand même, 10 à 12 ans de formation avant la sortie des médecins. Donc ce rehaussement du numerus clausus permettra une augmentation substantielle du nombre de médecins généralistes d'ici à 2050. Donc vous avez ici hein, la courbe jusqu'à 2031-2032, vous voyez qui est plutôt basse hein, avec le bas de 2026. Le même niveau en 2031, 2035, ça dépend aussi des afflux et diplômes hors UE. Et ensuite, une augmentation très importante du nombre de médecins généralistes sur le territoire. Cette augmentation du numerus clausus, qui concerne par ailleurs toutes les spécialités, ne prévient pas la pénurie dans notre spécialité, hein, voire l'adaptation de ces métiers. On voit par exemple, à ce stade, les choses peuvent évoluer d'ici là, mais que vous avez une courbe pour la chirurgie qui est plutôt descendante et une courbe pour la pédiatrie qui est plutôt descendante. Cela ne signifie pas pour autant qu'on aura une pénurie de chirurgiens ou de pédiatres en tant que tel. On peut aussi estimer qu'il y aura des évolutions en termes de technologie, en termes de robotique, qui nécessitera peut-être moins de chirurgiens. Mais enfin, la répartition entre les différentes spécialités peut aussi s'ajuster assez facilement et aisément au cours des années. Cependant, dans les projections qui sont réalisées par l'adresse d'ici 2050, on observe qu'on aura beau avoir une augmentation du nombre de médecins généralistes d'ici à 2050, on n'empêchera pas la conservation, j'ai envie de dire à isoparamètre, la conservation de déserts médicaux en France. Former plus de médecins est un élément de l'équation, ce n'est pas la panacée et donc la solution pour l'éradication, la disparition des déserts médicaux. Ce n'est pas la solution unique. Alors il faut des mesures incitatives. Dans ces mesures, il y en a certaines qui sont déjà très médiatisées et que vous connaissez par ailleurs. Hein. Là, je vous ai repris certaines campagnes qui sont menées par des collectivités départementales, territoriales, ou par des communes, où voilà, on fait des affiches ou un petit, on cherche des médecins généralistes, ce que vous voyez là. On va même plus loin. Aujourd'hui, on recherche aussi des internes, hein, les étudiants de 3e cycle, parce qu'on n'en voit plus passer dans certains territoires. Alors, il y a d'importants efforts qui ont été réalisés au niveau national, se basant sur notamment des incitations d'aide financière. Donc, vous avez des aides conventionnelles qui sont financées notamment par l'assurance maladie, la CAIM, le COSCOM, le COTRAN, le CSTM. Beaucoup d'acronymes qui ne sont pas toujours très bien connus de la part des professionnels de santé. C'est un sujet qui doit pouvoir faire partie de la solution et qu'on évoquera un peu après. Il y a les contrats RS, donc le contrat de début d'exercice qui ressemble dans un contrat unique les anciens PTMG, PTMA, PTMR, PIAS. C'était une préconisation notamment du rapport au gros hein, d'unifier les différents dispositifs et d'assurer une meilleure lisibilité finalement de ces dispositifs. Puis vous avez le CESP, le contrat d'engagement de service public, sur lequel j'aimerais faire un petit focus ensuite, qui fonctionne assez bien, qui est un contrat qui est passé entre le médecin et le CNG, le Centre national de gestion. Je crois qu'il est de 1 200 € brut par mois et qu'il permet donc à des étudiants de bénéficier de cette rémunération pendant qu'ils sont encore étudiants et de s'engager en zone sous-dense pendant le même nombre d'années pour lesquelles ils ont obtenu cette aide. Vous avez des aides de démarrage que l'ARS Centre-Val de Loire donne, par exemple, Orion Centre-Val de Loire pour tout ce qui est maison de santé ou centre de santé. Aide au démarrage de 8 à 10 000 € pour aider à l'achat de matériel notamment. Et puis vous avez un ensemble d'aides extrêmement importants et divers, pas facile à comprendre en termes de visibilité,
qui sont attribués par les différentes collectivités territoriales à différents niveaux, au niveau d'un conseil régional, au niveau de conseils départementaux, au niveau de communes, des communautés d'agglomération, avec une surenchère pour attirer les médecins. Or, et c'est là où le bas blesse, c'est que les incitations financières seules, très clairement, ne permettent pas d'appréhender les déterminants d'installation des médecins généralistes. En région Centre-Val de Loire, on a fait une petite étude, notamment suite au zonage, entre 2017 et décembre 2020. On a observé qu'on avait plutôt une répartition un tiers entre les répartitions en zone sous-dense, les répartitions en zone intermédiaire et les répartitions en zone hors zonage, qui sont très limitées en région Centre-Val de Loire, comme vous l'avez compris, essentiellement en Indre-et-Loire. Mais pourtant, on avait un tiers. Et l'Indre-et-Loire concentrait à lui seul un tiers des nouvelles installations en région. Et dans les installations en Indre-et-Loire, les 2 tiers étaient hors zonage. Donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que l'écosystème déjà présent dans certains territoires suffit naturellement à attirer des médecins, indépendamment des sommes d'argent que vous pouvez mettre sur la table pour les attirer ailleurs. Au niveau régional, on n'a pas observé d'effet ZIP en tant que tel, puisque le nombre d'installations en ZIP, donc en zone d'intervention prioritaire, donc en zone sous-dense, n'est pas grandement supérieur aux installations dans d'autres territoires non ZIP. Et le nombre de départs y est même sensiblement supérieur. Donc on s'est rendu compte finalement que le classement en ZIP permettait de compenser un nombre de départs plus important qu'ailleurs. Oui, en zone sous-dense, vous avez généralement des médecins déjà plus âgés, et donc un nombre de départs potentiellement plus important dans les années à venir. Donc ça compensait ces départs, mais qu'il permettait surtout de ralentir un processus de désertification. Donc on décélérait les départs, on n'était pas encore dans une démarche de repeuplement, si je puis dire, de l'offre dans ces territoires. Et donc, c'est les éléments sur lesquels je souhaiterais insister là pour les 5-10 minutes qu'il me reste en termes de présentation avant de laisser place aux échanges. C'est que finalement, il y a tout un ensemble de propositions, de dispositifs qui sont tout aussi importants que la surenchère en termes financiers, et notamment la mise en place de dynamiques locales et d'exercices coordonnés. L'exercice coordonné, donc c'est soit en maison de santé pluridisciplinaire, donc avec d'autres professionnels, qu'ils soient généralistes, spécialistes ou d'autres professions, qu'il est infirmier. Les premières études, donc une étude notamment de Bachelet de 2017, montrent que les territoires de vie à faible accessibilité aux soins, dans lesquels sont implantées des maisons de santé, connaissent une meilleure évolution de l'offre de soins que les autres, et surtout qu'ils attirent les moins de 45 ans, donc les jeunes médecins. Une enquête du Conseil national de l'ordre des médecins indique également que le cadre de vie, les conditions d'exercice, le travail en réseau avec d'autres professionnels sont les facteurs clés pour l'installation des médecins sur les territoires. Dans les territoires ruraux, populations fragiles, on observe également, dans d'autres études, notamment à Cheveillard-et-Mousquet de l'IRDES en 2020, donc récente, les mêmes effets positifs d'exercice coordonné en MSP ou centre de santé. Et en région Centre-Val de Loire, on a une initiative appelée J-Pro Santé du Conseil régional qui vise à développer, alors c'est un exercice salariat, mais à développer un exercice coordonné. En une année, un an d'exercice, 10 médecins ont été recrutés, une dizaine est déjà prévue pour 2022, ce qui montre bien que cela répond finalement à une demande forte. À côté de l'exercice coordonné qui est essentiel, il y a également le besoin d'un suivi individualisé très poussé, qui est un sujet sur lequel on doit pouvoir s'améliorer collectivement, mais qui est une nécessité encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était avant de la part des plus jeunes générations. L'exemple des contrats d'engagement de service public que j'évoquais précédemment est dans ce cadre assez criant.
Le contrat de début d'exercice, ça c'est ce que montrait le rapport au gros, donc permettait une augmentation de 180%, enfin augmenté pardon, de 180% entre sa mise en place en 2010 et 2018, donc passant de 149 médecins qui ont eu recours l'année 2010 à plus de 400 l'année 2017-2018. Donc au total de 2200 étudiants en médecine qui y ont souscrit. Dans le cadre des engagements de contrats d'engagement de service public, les ARS, normalement, doivent, s'engagent en tout cas à un suivi personnalisé de ces jeunes médecins dans la construction de leur carrière professionnelle. Finalement, on n'est ni plus ni moins que dans la continuité de ce qui se fait dans d'autres domaines, finalement, de l'économie, du monde du travail. Aujourd'hui, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir construire sa carrière, surtout lorsqu'on est médecin généraliste et qu'on est en libéral, avec sa propre entreprise, qui est assez différent finalement d'un exercice hospitalier qui peut être plutôt fléché et assez facilement identifiable. Donc ce qu'il faut, c'est mettre à disposition des outils de compréhension du territoire, de compréhension des aides, de compréhension des acteurs au service des jeunes qui souhaitent s'installer. Et aussi les accompagner. En région Centre-Val de Loire, on est en train d'y travailler en partenariat avec des acteurs spécialisés dans le domaine, à l'accompagnement, à leur création d'entreprise, mais tout ce qui est tâches administratives diverses et variées qui ne sont pas facilement appréhendables pour des médecins en formation, mais pour n'importe qui en réalité. Hein. On est quand même sur une complexité fiscale et en termes de charges extrêmement important. En région Centre-Val de Loire, plus précisément, il faut savoir que notre région est l'une des régions pour lesquelles les CESP ont très bien marché dès le début. Hein. Donc on a dès le début près de 10 CESP en 2010, et au cours des années, finalement, on a eu un nombre important de CESP de contrats signés. Et on commence à avoir les fruits de ces installations, en tout cas de ces contrats passés, puisque les premières installations ont eu lieu dès 2013. Et on voit substantiellement que chaque année, maintenant, on en a 7 ou 8 chaque année qui s'installent en région. En 2020, il y a maintenant 2 ans, on en a plus de 13 qui se sont installés dans des zones sous-denses. Donc on en a une trentaine qui sont déjà installés et 84 qui s'installeront dans les années à venir en zone sous-dense. Donc finalement, c'est un dispositif qui fonctionne en région Centre-Val de Loire. On aimerait avoir plus de CESP. Chaque année, aux ECN, on a une dizaine, je crois 15 l'année dernière qui ont été passés. Quasi exclusivement, on est sur des contrats qui sont passés avec des médecins généralistes. Hein, quasi exclusivement, même si au tout début, on a pu aussi avoir des médecins psychiatres et quelques autres spécialités. Depuis 4-5 ans, on a quasiment que des médecins généralistes qui passent ce type de contrat. Et la quasi-totalité des installations ont eu lieu dans des structures d'exercice regroupées, type MSP au cabinet médical de groupe, à une ou deux exceptions près. Alors, on a parlé d'exercice coordonné, on a parlé du suivi personnalisé. Il y a également la possibilité d'améliorer la lisibilité des nouveaux contrats qui sont passés, et notamment des CDE et des contrats de début d'exercice. Des campagnes sont menées pour essayer de diffuser un peu l'information. L'idée étant que les jeunes médecins qui souhaitent s'installer ont un filet de sécurité qui est à la fois un filet de sécurité en termes de rémunération, donc là une rémunération garantie jusqu'à 4 200 € par mois la première année, mais aussi un filet de sécurité en termes de droits sociaux, en cas d'arrêt maladie, en cas de congé, maternité, pour en fait encourager l'installation libérale et diminuer l'ensemble des risques qui peuvent y être associés à tout exercice libéral. En région centre, on a une référente installation arrivée depuis peu, mais avec l'ambition qu'on peut avoir avec cette référente installation, c'est vraiment être la porte d'entrée pour l'ensemble des étudiants en santé qui se posent des questions sur leur installation en libéral. Ce qu'on souhaite faire, alors il y a le PAPS également, le portail d'accès
aux soins qui existent, qui détaille l'ensemble des aides qui existent pour les étudiants en médecine. L'idée, quand même, c'est de faire en sorte que l'ensemble des dispositifs qui existent soient connus et que l'accompagnement soit fait des études de médecine. Donc cette référence, c'est Coralie Voisard, qui, au bout là-bas, je le dis s'il y a des médecins ou des étudiants en médecine qui sont présents, tous les moyens sont bons pour se faire connaître. Mais l'idée vraiment est de faire en sorte que l'administration, que l'ARS, que l'Agence régionale de santé soit au plus proche du terrain, aille au contact, aille sur le terrain, dans les facultés de médecine, à l'université, sur les lieux des stages quand c'est possible, en partenariat avec les représentants des étudiants en médecine. Mais il faut qu'on soit sur le terrain pour faire connaître ces aides et qu'elles soient mobilisées et utilisées. Surtout pour faire en sorte que la peur de l'installation qui existe chez un certain nombre de professionnels et qui est due finalement à la non-connaissance de l'ensemble des filets de sécurité qu'ils peuvent avoir, que cette peur diminue et que la possibilité, que le champ des possibles reste large pour ces étudiants en médecine générale. Donc là, je récapitule un peu les différentes aides. Garantie de financement, aide maternité-paternité, aide maladie. Oui. Oui, donc le contrat de début d'exercice, c'est l'ancien PTMG, mais pas que, l'ancien PTMR aussi pour les remplaçants. En fait, il rassemble 3 à 4 anciens contrats qui pouvaient exister. Mais pour les généralistes, c'est l'ancien PTMG, tout à fait. C'est brut, je crois, oui, tout à fait. Oui. Autre piste d'action, dégager du temps médical. Alors, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est un élément qui est extrêmement important, dégager du temps médical, puisque, vous l'avez compris, les 10 prochaines années, on a quand même un sujet majeur en termes de densité médicale, puisqu'elle va baisser quoi que nous fassions. Donc il faut essayer de retrouver du temps sans avoir plus de médecins. Donc il y a 2 possibilités, dont la première qui est celle de leur apporter de l'aide pour qu'ils puissent consacrer plus de temps au suivi médical en tant que tel, à la clinique, dans leur pratique. Et donc ce qu'on observe par exemple, c'est que les médecins, je me répète un peu sur l'exercice coordonné, mais les médecins en maison de santé pluridisciplinaire, quand ces MSP sont dotés d'un financement collectif, ils ont un nombre de patients inscrits, une file active de patients, donc nombre de patients qui suivent, plus élevé que les autres, en moyenne, 88 patients de plus, en plus, que ceux qui ne sont pas inscrits dans ces dispositifs. On observe aussi que les médecins qui travaillent avec les infirmiers azalés, donc qui sont des infirmiers qui aident au suivi des pathologies chroniques notamment, que ces médecins ont aussi une file active plus importante, de plus de 7%, que les autres. Donc ce qu'on observe très clairement, donc ça c'est la courbe, c'est les 2 diagrammes que vous avez ici, entre un médecin qui exerce seul et puis un médecin qui exerce avec des infirmières azalées qui finalement font le suivi de tout ce qui est chronique et éducation thérapeutique. Et bien, finalement, il y a une augmentation du nombre de patients suivis et même il augmente le nombre de patients qui le réfèrent comme médecin traitant. Un dispositif plus récent est celui des assistants médicaux qui existent. Les assistants médicaux en fait peuvent aider les médecins généralistes sur des tâches à la fois administratives, sur des tâches de consultation, sur des tâches d'organisation et de coordination. Il y a un financement assurance maladie qui est associé, 36 000 € la première année, en contrepartie d'une augmentation de l'activité d'au moins 5%. Voilà. Donc on a un ensemble de dispositifs pour aider le médecin à se recentrer sur le clinique et lui libérer du temps. L'autre option, l'autre possibilité, c'est d'augmenter l'offre de soins via les professions intermédiaires et la télémédecine. Donc les professions intermédiaires, c'est notamment les infirmiers en pratique avancée, qui aujourd'hui, vous savez que pour être infirmier, c'est 3 ans de formation. Les infirmiers en pratique avancée, c'est 2 ans de plus, c'est un niveau master. Et ces infirmiers en pratique avancée ne peuvent être en relation avec le patient qu'après adressage d'un médecin généraliste, mais ils s'occupent des pathologies chroniques, de tout ce qui concerne l'oncologie et l'hématologie, de la psychiatrie et santé mentale, des maladies rénales et chroniques. Donc finalement, on a un ensemble de patients qui sont vus 1, 2, 3 fois dans l'année, puisqu'on est sur du chronique, donc ils sont vus plusieurs fois par des médecins généralistes, qui pourraient être vus par des infirmiers formés pour pouvoir leur offrir un suivi
d'aussi bonne qualité, et donc qui pourrait être vu par des infirmiers en pratique avancée, afin de libérer du temps pour le médecin généraliste, pour qu'il s'occupe essentiellement de cas, on va dire, qui relèvent exclusivement de la médecine et qui ne pourraient pas être traités par les infirmiers. Donc des aides sont accordées dans les différentes régions, et en région centre, il y a un financement à la formation de plus de 30 000 € pour les infirmiers qui souhaitent se perfectionner en pratique avancée. Une augmentation aussi du nombre de formés en région. 25 IPA sont formés aujourd'hui en région centre, à Val-de-Loire. 50 le seront d'ici 2 ans chaque année, avec des spécialités aussi pour la gériatrie et pour les urgences. Les protocoles de coopération sont aussi une possibilité de délégation de tâches de la part des médecins. Les médecins qui sont surchargés, au vu de l'ensemble des patients qu'ils doivent voir aujourd'hui dans les zones sous-denses, permettent de mettre en place des protocoles où ils coopèrent avec des infirmiers, mais d'autres professions paramédicales. Ça se fait de plus en plus à l'hôpital. C'est aussi possible en MSP, en centre de santé. Et enfin, il y a la télémédecine. C'est la possibilité pour des médecins qui exercent, sont installés dans des zones à bonne densité, d'effectuer des téléconsultations, de la téléexpertise, pour des patients, eux, situés en zone sous-dense. Donc voilà pour l'ensemble des actions qui peuvent être menées à assez court terme, à des échelles à la fois régionales et beaucoup plus locales. Et puis il y a quand même aussi des pistes de réflexion qui sont dans le débat public, dont vous entendez parler assez régulièrement, qui concernent plutôt, on va dire, un niveau plus macro et national. Vous avez des leviers en termes de formation qui sont possibles, notamment l'obligation pour des médecins, et notamment généralistes, de faire leur stage d'internat pendant 1 année ou 2, pendant 1 semestre ou plus, en zone sous-dense. En se disant que finalement, ils contribueront à l'offre dans leurs dernières années d'internat, et que peut-être que ça leur donnera envie de s'installer dans ces zones sous-denses. Il y a l'idée aussi qui avait été développée en région centre, qui est l'ambition PACES, c'est de faire en sorte que des jeunes bacheliers issus de zones sous-denses, de territoires ruraux, ne s'autocensurent pas dans la volonté de mener des études de médecine. Et donc l'idée, c'était de les accompagner en première, en première et en terminale, pour les pousser à poursuivre des études de médecine, puisqu'on sait qu'ils ont une plus grande probabilité de finalement s'installer dans les zones qu'ils ont connues et dans lesquelles exercent leurs parents. Il y a la possibilité aussi de création de campus délocalisés à proximité des zones sous-denses, pour notamment la première ou deuxième année de médecine, pour, pareil, ne pas brimer des vocations potentielles du fait de la distance ou du coût du logement pour ces étudiants. Il y a la question du module de formation en santé publique, finalement, pour les médecins. Un enjeu plus important en termes d'évaluation et même en termes d'heures de cours, pour qu'il y ait cette dimension, finalement, organisation, répartition sur le territoire. Et puis il y a le financement de nouveaux métiers que j'ai évoqués précédemment, notamment les infirmiers en pratique avancée. Et puis il y a des leviers en termes d'installation que vous connaissez, la possibilité, en tout cas dans le débat qui est évoqué, de tarification différenciée, avec la possibilité de mieux rémunérer les praticiens dans des zones sous-denses. Il y a le développement d'un exercice salarié également, qui est parfois une solution avancée, un exercice salarié qui pourrait être aussi mieux rémunéré en zone sous-dense. Et puis il y a des dispositifs qui, en tout cas dans le débat, qui s'inspirent de dispositifs qui existent pour d'autres professions, notamment les pharmaciens ou les infirmiers libéraux qui ont conventionnement sélectif, et qui en fait ne permet l'installation dans une zone qu'à condition, dans une zone non dense, qu'à condition qu'il y ait des départs, en face. En conclusion, donc vous vous souvenez, la problématique était de savoir, de se poser la question si effectivement les déserts médicaux étaient d'abord le symptôme des mauvaises organisations de notre système de santé, ou si finalement c'est la cause de sa désorganisation. Bien entendu que la réponse, elle est entre les deux. Elle est à la fois les deux. En termes de réponse, aujourd'hui, le système est désorganisé parce que la porte d'entrée principale n'est pas présente sur tout le territoire, mais
Les médecins généralistes sont aussi extrêmement influencés par tout un écosystème qui peut exister, la présence d'hôpitaux, la présence de spécialistes, et forcément font aussi des choix de lieu d'exercice en fonction de ça. Donc il y a 2 temps importants qui s'offrent à nous dans les années qui viennent. Le premier temps, c'est celui des 10 années à venir, où on sait qu'on aura moins de médecins. Comment on fait pour ces 10 années à venir? Et c'est l'ensemble des solutions que j'ai voulu mentionner au tout début, avec aussi du temps libéré et puis aussi le développement de professeurs intermédiaires. Et puis ensuite, il y a la question de plus long terme, de 2030 à 2050, où on sait qu'on aura plus de médecins, et pour autant que la répartition ne se fera pas automatiquement. Donc comment on l'encourage et avec quels leviers, quels outils, quel accompagnement. Voilà pour la conclusion. Peut-être juste indiquer un élément que je n'ai pas indiqué du tout, c'est qu'on sera d'autant plus attractif que la collaboration, notamment avec tous les autres pans de la société, est forte, et notamment en termes économiques, sociaux et environnementaux, donc la collaboration avec les collectivités territoriales qui sont sur le terrain, puisque les médecins ont aussi des conjoints et conjointes, ont aussi potentiellement des enfants, et donc ont besoin de cet écosystème important pour s'installer. Voilà, merci à vous. Alors, si éventuellement certains d'entre vous souhaitent faire des interventions, poser des questions à Monsieur Maréchal. Heureux, moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du succès ou non des MSP? Parce que moi, j'ai des sons de cloche des clients avec qui je travaille. Ils ne sont pas toujours identiques d'un territoire à l'autre. Je parle du succès du montage de la MSP. Vraiment, est-ce que c'est un succès de créer des MSP ou pas? Alors, difficile de vous répondre si c'est un succès ou pas de créer des MSP, mais ce qu'on observe, c'est que les jeunes générations veulent plutôt exercer dans des exercices regroupés, ne veulent pas reprendre des cabinets libéraux seuls, ou très peu. Je participe notamment aux commissions CESP où on passe les contrats, où on rencontre les candidats qui sont encore externes ou déjà internes, et lorsqu'ils se projettent dans leur exercice futur en zone sous-dense, très clairement, ils veulent la présence de collègues à côté d'eux. Ils veulent l'UMSP, ils veulent un centre de santé. Alors, sur le fonctionnement, certainement qu'il pourrait y avoir des choses à redire en fonction des MSP, mais sur la nécessité d'en avoir, a priori, pour rassurer finalement les plus jeunes, il semble que ce soit un élément fondamental pour leur installation. Moi, j'aurais une question peut-être un peu provocante, mais quand je vous entends parler de toutes ces aides, il y a pratiquement autant d'aides que de codage, j'ai l'impression, du fait que vous maintenez presque un niveau de salaire maintenant pour des médecins qui vont signer un contrat, que vous allez aider les internes quand ils vont faire leurs études, j'ai envie de dire, mais quelle est finalement la différence entre un médecin salarié? Pourquoi l'ARS ne va finalement pas salarier des médecins? Parce qu'on s'en rapproche quand même beaucoup, c'est-à-dire que vous prenez en charge le coût de leurs études, en tout cas en partie, et ensuite, en contrepartie, ils vont prendre l'engagement de s'installer à un endroit donné et vous allez leur accorder quasiment, non pas une rémunération minimale, mais c'est presque ça. Alors, ils ne sont pas salariés, j'entends bien, mais finalement, la frontière, elle commence à devenir très très faible et le caractère libéral, il commence peut-être un peu à s'effacer là. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Alors, pour les... bien sûr. Hein, Oui. Non, mais j'ai compris. Le côté provocation. Non, mais les CESP aujourd'hui, c'est pas la majorité des étudiants en médecine. Les CESP, c'est une partie des étudiants en médecine. Donc aujourd'hui, on ne finance pas en tant que tel. Voilà. Sauf à considérer qu'un étudiant interne en médecine ne doit pas être rémunéré pendant ses stages, mais ça c'est un autre sujet et ça me paraît compliqué de le défendre. Mais la rémunération de 1 200 € brut dont on parlait ne concerne que ceux qui souhaitent passer ce contrat. Et donc une partie infime des étudiants en médecine, pas la grande majorité. Sur la garantie de revenus, finalement, c'est pour encourager les jeunes médecins à s'installer en libéral. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation aujourd'hui et que beaucoup ont envie plutôt de faire des remplacements, de peur des charges administratives, de peur de faire des erreurs. Donc finalement, on n'est pas dans l'encouragement d'un salariat en tant que tel sur ces dispositifs d'aide à l'installation, notamment le contrat de début d'exercice, mais bien sur l'abaissement de freins, de barrières
conditionner le nombre d'installations dans un endroit sous-dense. On est plutôt dans cette optique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question, mais on est vraiment sur des dispositifs d'aide, on n'est pas sur un positionnement pro ou pas salariat, parce que finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir une offre de médecine de ville, qu'elle soit salariée ou libérale, disponible, accessible pour les citoyens. Si vous me permettez de rebondir, moi je suis le docteur Dulangar, je suis le président du conseil départemental de la Vienne. Donc, je recueille constamment les plaintes, les pleurs et autres difficultés, à la fois des anciens et des jeunes médecins. Et clairement, aujourd'hui, la notion d'argent et la notion d'incitation par l'argent n'est pas ce que recherche le jeune médecin. Clairement. Donc, on peut proposer de l'argent, mais si c'est de l'argent en échange du travail que fournissent les anciens, qui est un travail d'abattage, c'est non tout de suite. Et ça, les jeunes médecins en prennent conscience très vite par le biais des remplacements. Donc, oui, il faut les aider, mais je ne suis pas sûr que le chèque soit la voie pour les aider. Et je repense à une jeune représentante des internes de médecine générale qui me disait une fois dans une réunion ordre faculté, elle voulait en priorité, pour s'installer dans un village, être sûre qu'il y aurait une crèche qui pourrait accueillir ses enfants dans la plage horaire d'un généraliste. C'est-à-dire qu'elle ne comptait pas, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps, ne pas travailler, faire 9h midi, 2h, 5h. Hein, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup. C'est l'image du jeune médecin. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il travaille sur des plages horaires extrêmement importantes, quelquefois plus importantes que les anciens parce qu'ils vont moins vite. Mais par contre, cette jeune femme, elle voulait juste être sûre de pouvoir mettre son gamin à la crèche et que son mari le récupérerait à des horaires compatibles avec son travail. Vous voyez, et alors c'est une anecdote, mais ça traduit bien la demande des jeunes médecins aujourd'hui. Une demande de confort de travail. Et c'est pour ça qu'ils se tournent systématiquement vers le salariat s'ils le peuvent. Parce que quand vous êtes salarié, on vous propose un poste, vous signez votre contrat, vous savez à quelle heure vous embauchez, à quelle heure vous finissez. Quand vous êtes libéral, vous êtes à la merci du travail. Et ça, ils n'en veulent plus aujourd'hui. On est tout à fait d'accord, hein, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Ordre de la Vienne. On est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors c'est l'un des éléments que je mentionnais dans une des diapos, hein, c'est que effectivement, les incitations financières seules ne permettent pas d'appréhender la question de l'installation. C'est quand même une équation, hein, quand on garantit un financement, quand on veut s'installer, c'est d'abord pour les aider et mettre le pied à l'étrier. Mais ce n'est plus l'élément essentiel. Effectivement, l'élément essentiel, c'est tout le reste. C'est l'écosystème économique, social, environnemental. Et puis c'est la qualité de vie, mais comme n'importe quel jeune professionnel aujourd'hui, en réalité. Donc, tout à fait d'accord avec vous. On se concentre beaucoup sur la partie financière. Or, ce n'est pas le cœur du sujet. C'est pour ça que j'ai écrit, et deux, j'ai voulu insister sur les autres sujets qui sont le suivi personnalisé, qui sont l'exercice coordonné, qui sont la réactivité dont doivent faire preuve les agences sur le terrain pour répondre à des questions, des questionnements. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont tout aussi importants, voire plus déterminants, effectivement, que la partie financière.